Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Clément de nous accueillir dans tes locaux. On est super content de t'avoir et de pouvoir parler avec toi de tes deux boîtes. Justement, est-ce qu'avant de commencer et de rentrer dans les vifs du sujet, est-ce que tu pourrais juste te présenter pour celles et ceux qui te connaissent pas? Ouais, super, écoute, merci, ravi de vous recevoir effectivement tous les deux. Je suis parti en fait dans le monde de la tech, en Silicon Valley. J'ai fait un master à Stanford en data science, en machine learning, et je suis resté en Silicon Valley pendant à peu près 5 ans. J'ai créé une première startup là-bas, et je suis rentré en France en 2019, travaillé sur différents sujets avant de lancer Louv'Invest en janvier 2021. Donc voilà en quelques mots qui je suis et d'où je viens. Ouais, donc Louv'Invest, c'est effectivement la meilleure plateforme pour investir en SCPI aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on propose une application, une web app en ligne qui permet de faire toutes les démarches de souscription en 100% digitalisé et de bénéficier d'un cashback de 2,5% qui vient réduire en fait les frais payés par le client final lors d'un investissement SCPI. Et sur Notinvest, en gros, ce qu'on propose, c'est d'investir dans des propriétés, c'est-à-dire des appartements, des maisons ou des immeubles de rapport à partir de 200 € et de bénéficier des loyers et potentiellement d'une plus-value potentielle lors de la revente. Tout cela étant évidemment géré pour vous, c'est-à-dire que vous investissez avec un certain nombre d'investisseurs dans un modèle obligataire qui correspond du coup au règlement européen. Donc là, on va passer à la deuxième phase de l'interview. En fait, ça va être un vrai-faux. Donc on va donner des phrases, tu devras répondre, je sais pas, par vrai ou par faux. La première, c'est est-ce que c'est un bon moment pour investir dans l'immobilier? Vrai. Est-ce que les récentes fortes diminutions des prix par des SCPI annoncent la fin du secteur? Faux. Est-ce que l'immobilier fractionné est un meilleur investissement que l'investissement en SCPI? Faux. L'immobilier fractionné va remplacer les SCPI? Faux. Beaucoup d'entreprises du secteur vont couler avec ces conditions de marché. Ça dépend de quel secteur tu parles, probablement. Certainement en tout cas. Okay. La crise de l'immobilier est une bonne chose pour le secteur sur le long terme? Faux. Investir dans les SCPI est moins risqué qu'investir dans l'immobilier fractionné. C'est sûr, diversifié. Les passoires énergétiques est une très grosse opportunité d'investissement? Vrai. Une question peut-être un peu touchy, mais est-ce que BRICS est une bonne solution pour investir dans l'immobilier? Passe. BRICS a beaucoup apporté au secteur de l'immobilier? Passe. Est-ce que les CGP, donc les conseillers en gestion de patrimoine, sont impartiaux? Devrait l'être. Il est possible de devenir riche rapidement avec l'immobilier? Ça dépend ce que tu appelles rapidement, pas en 6 mois. Top. Trop cool, merci beaucoup pour ton honnêteté sur ces questions. Ensuite, on va parler plus vraiment de l'immobilier fractionné en général, pas forcément que sur Notinvest. La première question, c'est quelle est la différence entre l'immobilier fractionné et les SCPI? Donc vraiment pour quelqu'un de débutant qui ne connaît pas le secteur. Ouais, tout à fait. Alors dans ce cas, pour quelqu'un de débutant, à mon avis, le plus simple, c'est de commencer par redéfinir ce que c'est une SCPI en fait, parce que l'immobilier fractionné, je pense qu'on comprend assez bien, c'est on va acheter un appartement et puis un certain nombre d'investisseurs vont se regrouper pour investir dedans. Donc ça se comprend très bien, on a tous vécu, on a tous payé les loyers, et donc ce concept-là, il est assez simple. Une SCPI, en fait, c'est un peu la version sous stéroïde de l'immobilier fractionné. C'est-à-dire que on va investir non pas dans un bien, mais dans une stratégie proposée par un gérant. Donc, il y a plusieurs acteurs. Le gérant, c'est la personne qui du coup va sélectionner les biens. Généralement, on va appeler ça une société de gestion, comme le nom l'indique, qui est en charge de la gestion du parc. Et tous les investisseurs, donc tous les épargnants vont investir dans le même véhicule qui est la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Et le gérant, avec l'argent collecté par la SCPI, va faire des décisions d'investissement qui vont permettre d'aller acheter des biens, récolter des loyers et reverser les loyers aux investisseurs. Donc, comme on le comprend, en fin de compte, c'est vraiment finalement presque un peu deux faces de la même pièce, avec un côté sur la SCPI qui est du coup évidemment plus diversifié, parce qu'on a investi dans plusieurs biens d'un coup, c'est-à-dire qu'avec 100 €, je vais investir dans peut-être 10, 100, 1000 biens. Mais à l'inverse, peut-être un petit peu moins, on va dire, compréhensible. C'est-à-dire que j'ai délégué totalement le choix à quelqu'un d'autre qui va choisir à ma place d'investir mon argent. Donc les deux solutions finalement sont quand même, je trouve, assez complémentaires. Et donc, on imagine que quelqu'un veut investir dans l'immobilier fractionné, et là en fait il se demande quelle plateforme il veut choisir. Donc quels sont selon toi les critères qui sont essentiels à prendre en compte pour choisir justement sa plateforme d'immobilier fractionné? Premièrement, aujourd'hui en fait il y a eu on va dire un peu un schisme entre deux types de modèles sur l'immobilier fractionné, le modèle par royalties, donc le partage de revenus, et le modèle par obligation. Le modèle par royalties, à mon avis, est probablement à éviter aujourd'hui. L'AMF a émis, donc l'autorité des marchés financiers, a émis des warnings assez violents par rapport au modèle par partage de revenus ou royalties en version anglaise.
Donc ça, c'est un premier aspect, c'est vérifier quel est le modèle qui a été choisi par la plateforme, parce qu'en fin de compte, c'est quand même un reflet du niveau de qualité et du niveau de protection que vous aurez en tant qu'investisseur. Donc effectivement, vous avez compris que de mon point de vue plutôt un modèle obligataire. Ensuite, ce qu'il faudra regarder, ça va être par exemple des choses comme quelles sont les garanties qui sont proposées, est-ce qu'il y a des hypothèques sur les biens, puis évidemment quel type de biens, c'est-à-dire que si on a une confiance nulle dans les bureaux, une plateforme qui se spécialiserait dans les bureaux, c'est probablement pas la bonne plateforme. Vraiment, je pense que ce type d'actifs, c'est important. Et puis enfin, le parcours et le track record, donc l'historique de performance des personnes qui sont en charge de gérer l'immobilier. Ça, c'est super important. L'immobilier, ça nécessite beaucoup de travail et le faire avec des gens qui sont solides, c'est primordial. Là, du coup, c'est vraiment pour la gestion locative pour toi, bien vérifier qui gère le bien une fois qu'il est acheté. C'est gestion et sourcing, parce que même le sourcing, en fait, garantir que, investir avec des gens qui ont effectivement une belle expérience sur le secteur, ça te garantit que tu ne vas pas investir dans des biens en faisant des erreurs de débutant. Ouais, complètement. Et du coup, oui, pour revenir juste sur ce modèle obligataire et partage de revenus ou royalties, ça dépend comment on l'appelle, pour toi, parce qu'on a pu rencontrer pas mal d'acteurs justement qui restaient sur le modèle de partage de revenus, pourquoi selon toi ils veulent rester sur ce modèle-là et pas aller sur le modèle obligataire? J'en ai aucune idée, je ne sais pas pourquoi ils veulent rester sur ce modèle-là. Probablement parce que c'est entre guillemets un peu plus simple, parce qu'en fait l'idée c'est de s'abstraire de la réglementation financière qui est plus lourde, donc j'imagine que c'est la raison principale. Ils pensent que ça peut leur permettre de faire des choses un peu plus créatives. Aujourd'hui, à mon avis, la position de l'autorité des marchés financiers est suffisamment claire pour se dire que ça ne vaut pas le coup d'y aller. Et d'autant plus que sur le modèle obligataire, on sait faire maintenant. On a été, je crois, les premiers à lancer un projet vraiment sur le modèle obligataire en mars 2023. Et on a montré qu'en réalité, on pouvait avoir vraiment les avantages des deux, donc la sécurité et les investissements qu'on souhaite, donc investir à partir de montants faibles dans des biens identifiés grâce à un modèle obligataire. Okay. Et justement, pour toi, c'est quoi un petit peu les restrictions qu'il y a à choisir un modèle obligataire vis-à-vis de l'AMF? Quelle réglementation vous soumettre pour tout simplement l'exercer légalement? Ouais, en fait, il y a un règlement européen qui s'appelle le règlement prospectus qui définit comment les types d'informations, les types de produits que tu peux mettre dans ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne, et donc le fait de distribuer auprès du grand public un produit d'épargne. Et notamment, il y a ce qu'on appelle une exception au règlement prospectus qui consiste à dire que pour des émissions de moins de 8 millions par an, eh bien, on peut en fait faire un formalisme un petit peu plus allégé avec un document d'information, un certain nombre de choses dans lequel nous on s'est inscrit. Donc les limites par rapport à ça, c'est celle que je viens de vous dire, c'est que pour l'instant c'est un régime d'exception au règlement prospectus. Donc, il y a quand même un document d'information synthétique transmis à l'AMF, énormément de formalisme autour de l'émission. Donc l'émission c'est à chaque fois qu'on lance un nouveau projet. Mais il y a une limite de base qui est les 8 millions par an, de laquelle on peut s'affranchir probablement par différents agréments comme le PSFP, le PSI, etc. Mais ça, c'est quand même une limite évidente. Ouais. Puis tu as une seconde limite qui est quand même sur tout ce qui est le marché secondaire. Donc le fait de pouvoir échanger des parts, des obligations entre investisseurs, ou à partir du moment où tu es sur ce qu'on appelle un titre financier, une obligation c'est un titre financier, eh bien tu as un certain nombre de contraintes sur comment tu peux orchestrer un marché secondaire. Donc, évidemment, tu as des contraintes, mais je pense qu'il faut aussi se rappeler de pourquoi ces contraintes existent. En fait, ces contraintes, elles existent à la base pour protéger l'épargnant. On peut avoir une vue un peu plus libertaire, contre laquelle pourquoi pas, mais en tout cas, c'est pas la vision qui est pour l'instant prise par les autorités. Du coup, justement, est-ce que tu as une vision sur quelques nouveaux acteurs qui arrivent, qui proposent plutôt du tokenisé, donc justement qui permet d'avoir un marché secondaire un peu plus liquide, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour justement la protection des épargnants? Est-ce que c'est plus protégé parce que c'est décentralisé, ou pour toi c'est plus compliqué et il faut mieux pas aller vers ce type de nouvelles offres? En fait, en France, j'ai pas vu de solution tokenisée, en tout cas faite par des acteurs vraiment qui ont vraiment marché, qui ne se basent pas in fine sur des titres financiers. En gros, en France, tu as une réglementation qui existe déjà qui permet de dire que tu peux tokeniser des titres financiers. Ça s'appelle les security tokens. L'AMF a publié différentes études sur le sujet. Donc, ce n'est pas non plus un cadre totalement aberrant. On sait que ça existe et que c'est faisable. La problématique, c'est que quand tu tokenises un titre financier, tu t'abstrais pas de la réglementation financière. Donc certes, tu as un token qui le représente, mais au fond, le marché secondaire doit valider les mêmes choses qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, l'identification client, etc.
Donc je ne suis pas sûr de voir vraiment comment la tokenisation aujourd'hui nous permet de nous abstraire ou de nous affranchir de ces règles. Ça peut être un moyen sympa de posséder son titre financier sur la blockchain, pourquoi pas, mais tu ne t'abstrais pas du contexte réglementaire. Peut-être pour revenir sur la partie vraiment de choisir sa plateforme, quels sont selon toi les critères qu'on doit prendre en compte pour choisir son projet avec la plateforme que tu as choisie justement? Par rapport à ça, comme on est sur l'immobilier, hein, tu sais, il y a la fameuse blague des agents immobiliers, localisation, pardon, la version anglaise. Mais donc oui, en fait, le premier point, c'est de comprendre en fait dans quoi on investit. Si on investit, je sais pas, dans une ville vraiment de seconde zone, voire même peut-être un peu craigneuse, parce qu'il y a des bons rendements, il ne faut pas l'oublier. Hein. Vous savez ce qu'on appelle le risk return, donc le rendement, le ratio risque-rendement. C'est vrai partout et en immobilier également. C'est-à-dire que si vous avez des rendements énormes, probablement il y a des risques plus élevés. Donc ça c'est le premier aspect, bien comprendre dans quel type de bien j'investis. Est-ce que c'est une coloc? Est-ce que c'est un commerce? Est-ce que c'est un bureau? Quel est le marché local? Tu vois, si je suis dans un commerce mais qu'en fait je ne suis pas du tout dans une rue piétonne et qu'en fin de compte il n'y a pas vraiment de demande pour ce type de commerce, ce ne sera pas un bon investissement, ça c'est sûr. Donc en fait on en revient vraiment à des fondamentaux. C'est là aussi où ça peut être important de faire via une plateforme qu'on connaît, parce qu'on peut en fait reconnaître les gérants et donc se dire en fait il y a peut-être un style, une patte de type d'investissement qui vont revenir fréquemment, et donc si on est bien aligné avec celle-ci, ça peut juste être beaucoup plus facile de continuer. Okay. Pour revenir sur l'immobilier fractionné, il y a quelque chose qui est important dans les contrats d'émission à chaque fois, c'est les sûretés. Donc comment, si jamais ça se passe mal, que la société ne remplit pas ses engagements, comment l'épargnant est sécurisé. Est-ce que pour toi les sûretés, donc il y en a plusieurs types, mais est-ce que pour toi les sûretés c'est vraiment quelque chose qui est important dans le contrat, ou est-ce que c'est plus un règlement marketing? Je m'explique parce qu'en fait il y a plusieurs, par exemple il y a une hypothèque de premier rang dans un contrat d'émission. Cette hypothèque de premier rang il peut être débloqué par un représentant de la masse, et ce représentant de la masse on se rend compte en fait sur plusieurs sociétés, ce représentant de la masse a été choisi par la société et connaît la société. Donc est-ce que pour toi c'est plutôt quelque chose dans un règlement marketing où au final dans les faits c'est compliqué de récupérer son argent, ou c'est une vraie sécurité pour l'investisseur? En fait, dans tous les projets comme ça, les sûretés elles sont là finalement pour te garantir du risque de contrepartie. C'est-à-dire que dans un contrat, il y a différents types de risques quand tu investis. Notamment dans l'immobilier, tu as les risques de liquidité, les revenus non garantis, le risque de perte de capital, etc. Le risque de contrepartie, c'est un peu la clause Madoff, tu vois, c'est de se dire j'investis avec la plateforme X ou Y, en fin de compte, peut-être que je ne les connais pas très bien et peut-être que c'est des escrocs. Et donc, comment moi je me garantis du fait que ce ne soit pas des escrocs? En tout cas, que même s'ils le sont, je ne perdrai pas tout. Donc, les sûretés, à mon avis, elles servent à ça parce que, pour donner un exemple, dans nos contrats, on a de toute façon, dans les clauses du contrat obligataire, le fait de dire qu'on garantit que les investisseurs auront le premier rang sur le remboursement. Donc tu as déjà une première étape qui est le contrat signé entre nous et les investisseurs, et puis la sûreté vient se mettre au-dessus de ça pour dire ok, mais au fond, si Clémence se dédie son contrat, ce que je ne ferai évidemment pas, mais ça, tu vois, ce qu'un client pourrait se dire, si Clémence dédie son contrat, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, tu peux ajouter effectivement une hypothèque qui va être enregistrée, etc. Donc oui, évidemment, c'est plus sécurisant. Après, il faut garder le coût, c'est généralement quelques milliers d'euros. Nous, on l'a fait, on fait en fait en général maintenant, parce que ça nous a été pas mal demandé par les clients. Donc, pourquoi pas? Il faut comprendre que, comme toujours, ça vient baisser un petit peu le rendement final pour le client, contre un petit peu plus de sécurité. C'est un peu comme, tu vois, d'une certaine manière, une garantie loyer impayé. La garantie loyer impayé, tu vas baisser le rendement que tu touches tous les mois quand tout se passe bien, et largement l'augmenter quand tout se passe mal. Donc c'est, pas inutile, je dirais. Parce que pour toi, en fait, dans les faits, si jamais il y a un problème, il n'y a pas une complexité vraiment, puisque par exemple sur un projet vous avez, je sais pas, 10 000 investisseurs, il y a une hypothèque de premier rang. Est-ce que dans les faits, en liquidation judiciaire, par exemple, la société, il faut que ce soit pas évidemment, mais imaginons que ça arrive, est-ce que tu penses vraiment que les investisseurs vont vraiment réussir à retrouver une part de leur argent et vont pas partir dans des problématiques judiciaires hyper complexes et au final jamais récupérer? Après, pour l'instant, ça n'a jamais été fait encore dans l'immobilier fractionné. Mais est-ce que tu penses que vraiment les filles vont récupérer une partie de leur argent? Écoute, je ne suis pas juriste, donc je ne saurais pas te dire. Peut-être que tu peux toujours imaginer un cas où quelqu'un déciderait de partir en poursuite contre je ne sais quoi. En revanche,
par défaut aujourd'hui, lorsque le bien est vendu, c'est garanti dans les obligations et par une hypothèque que les premiers et les seuls remboursés sont les investisseurs. Donc ce qui peut se passer, c'est que ce soit vendu, on va dire, un peu ce qu'on appelle à la casse, tu vas vendu rapidement, Ouais. mais même si c'est vendu rapidement, tu pars pas avec zéro, tu as un bien derrière. Ouais. Ok. Alors, peut-être pour conclure un petit peu sur l'immobilier fractionné, la question c'est comment vous arrivez à apporter de la valeur aux investisseurs sur le sourcing, comment vous arrivez vraiment à trouver un bien qui est off-market, qui est une vraie bonne affaire, qui va vraiment apporter de la valeur, et comment vous aussi leur apportez de la valeur sur la gestion locative, parce que bon, au final, c'est qu'on délègue de l'argent, on délègue la gestion d'un immobilier. La question c'est comment vous faites pour trouver un bien que je ne serais pas capable de trouver tout seul, et comment vous gérez mieux le bien que je serais capable de faire tout seul. Comment vous faites pour apporter cette valeur-là? Alors, pour te donner un exemple, nous, la manière dont on fonctionne, c'est qu'effectivement, on a, et c'est un peu notre modèle depuis le début sur les SCPI, c'est qu'on bosse avec ce qu'on appelle des asset managers, des gérants d'actifs. Et on bosse évidemment avec de nombreux gérants d'actifs, parmi les plus reconnus en France sur le marché SCPI. Et on a appliqué la même approche pour l'immobilier fractionné, c'est-à-dire qu'on a fait un peu un mapping de toutes les personnes qui faisaient l'immobilier locatif traditionnel, mais qui le faisaient vraiment bien. Et donc on a échangé avec tous et on a décidé d'avancer avec certains. Donc aujourd'hui, le sourcing, il est assuré par ce réseau d'acteurs locaux qui font de l'immobilier locatif depuis des années, qui nous apportent des opportunités. Donc nous, en fait, on est plutôt un centralisateur des opportunités de nos partenaires. Hier encore, j'en ai reçu 4 qui nous ont été envoyés par quelqu'un qui bosse plutôt dans le sud de la France. Et ces gens-là, nous, on les a sélectionnés parce qu'on leur fait confiance, on sait ce qu'ils ont fait dans le passé et on pense qu'ils nous apportent des bonnes opportunités. Donc ça, c'est l'aspect sourcing. Pourquoi tu ne pourrais pas le faire tout seul? En fait, en réalité, tu pourrais. Si tu passes des mois à aller parler avec tous ces gens-là, la seule différence, c'est que tu seras un peu moins intéressant sans du tout critiquer. Mais tu vois, nous, quand on va les voir, on leur dit, voilà, on va pouvoir faire 1 ou 2 biens par mois. En tant que particulier, tu vas faire un bien. S'ils se rendent compte que tu es en train de faire le tour des benchmarks de toute la France, en fait, ils vont dire, écoute, t'es gentil, mais peut-être que ça marche pas. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est que nous, on a cette force de frappe qui nous permet d'aller voir ces acteurs-là et aussi de négocier avec eux des frais réduits parce qu'on fait des opérations récurrentes. Sur la gestion, c'est pareil. Plutôt que de lancer une boîte de gestion locative, on bosse avec des gestionnaires locatifs qu'on connaît et dans lesquels on a confiance. Ça, pour le coup, j'ai envie de te dire, tu pourrais aussi le faire tout seul si tu achetais un appart. Tu pourrais juste aller voir mon gestionnaire locatif et lui demander de te mettre en gestion. La différence, c'est que nous, encore une fois, on arrive avec beaucoup plus d'effet de masse, puisque quand on te propose 5, 10, 100 biens potentiels en gestion locative, c'est plus intéressant. Donc, en fait, en réalité, la question pour moi, c'est pas de savoir si tu pourrais le faire tout seul ou pas. Bien sûr, tu peux le faire tout seul, il n'y a pas de débat. Et d'ailleurs, je vais te répondre différemment. Il y a 40 milliards, je crois, d'investissements locatifs faits de manière traditionnelle en France par an. La plupart des gens le font tout seul. Là, tu as 2 éléments qui sont différenciants. Le premier, c'est que tu n'as pas besoin d'investir 100 000 euros tout seul. C'est un problème majeur pour beaucoup de gens aujourd'hui. Tu ne peux pas emprunter. Et deuxièmement, tu n'as rien à faire. C'est-à-dire que plutôt que de passer des mois à te taper de faire tout ce que nous on fait de notre côté, tu nous délègues le sujet. Donc évidemment, il y a un frais qui est associé à ça. Mais toi, tu as une tranquillité d'esprit monumentale. Okay. Donc pour toi, la valeur ajoutée, donc le fait que les gens payent les frais directement à Multinvest pour investir dans des biens immobiliers, la vraie valeur ajoutée, c'est en fait, c'est surtout le gain de temps, si tu vas pas t'occuper et surtout tu fais un investissement. Et c'est là la valeur ajoutée, après de trouver des biens qui soient. Voilà, on fait d'autres travail aussi, on fait des biens qui sont plutôt des bonnes affaires, mais au final, la valeur ajoutée, pas forcément de trouver le meilleur bien ou la meilleure affaire, c'est surtout de délayer toute une partie de l'investissement immobilier. Puisse investir. Ce que je dirais, c'est qu'effectivement, on a bien géré avec des gens solides et de n'avoir rien à faire. Juste pour donner un exemple, les gens qui ont des patrimoines énormes, tu vois, je pense à des Bernard Arnault, Xavier Niel, etc. Ces gens-là, ils ont tous des foncières personnelles. Et en fait, ils ne passent pas par des intermédiaires. Là, la différence, c'est que nous, entre guillemets, on démocratise
la foncière que des gens très très aisés pourraient avoir pour n'importe qui. Ok. Maintenant, on va passer à Multinvest. Donc, on va vraiment aller un peu dans le détail et essayer de poser des questions, peut-être les petites réserves, parce que nous, on a fait un article pour analyser Multinvest et les projets. Donc, on va aller un peu dans le détail et poser peut-être nos petites réserves sur la société. Donc, le premier point qu'on avait, c'était le choix de justement passer par des asset managers ou par des sociétés un peu d'investissement clairement, parce qu'au final, on a vu sur les premiers projets, vous faisiez appel à Beanstalk et à Rentimo, je crois, pour sourcer les biens. Pourquoi faire ce choix plutôt que sourcer en interne? Parce que forcément, j'imagine que vous leur payez une commission. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur nous, pour lequel on a une réserve, ça va être pourquoi eux qui ont déjà des clients en direct vont vous attribuer des bons biens et les meilleurs biens qu'ils ont, sachant que peut-être que eux, leur intérêt principal avant tout, c'est de satisfaire leurs clients, de nous donner les meilleurs biens à ces clients-là. Et après, ce qui reste potentiellement en Multinvest, est-ce que c'est pas un risque de passer par cette société-là? Ouais, alors, première question, donc, faire le sourcing en interne, oui, et tu peux aussi toujours tout faire tout seul. L'intérêt et la valeur de ces gens-là, c'est finalement d'avoir un maillage, alors dans le cas de Beanstalk plutôt national et dans le cas d'Antimo plutôt local, mais d'avoir un maillage de biens qui sont pas nécessairement faciles à dénicher et également de pouvoir aller les négocier à des bons prix. Donc c'est pour ça le choix, c'est-à-dire que tu vois, nous l'idée c'est qu'on a fait un bien à Marseille, un bien à Angers, un bien à Quimper. C'est très compliqué d'être excellent partout et donc en passant par ces partenaires locaux, eh bien tu es capable d'aller dénicher les meilleures opportunités un peu partout en France. Donc ça c'est la première étape et ensuite par rapport au conflit d'intérêts potentiel sur les biens qui seraient proposés, je ne crois pas pour la raison suivante, c'est ce que je te disais, c'est que un Rentimo par exemple, avec lequel on a fait plusieurs biens, sait que s'il nous donne des excellents biens, on va en acheter beaucoup. Là où un particulier, à moins encore une fois qu'on retourne dans les exemples que je citais auparavant, tu as des gens qui ont des poches quasiment illimitées, un particulier va faire un bien, et peut-être dans 2 ans un bien. Mais tu vois, en fait, nous, le fait qu'on puisse arriver et dire, en fait, potentiellement, on va faire 10 biens dans l'année ensemble, ça c'est un incentive de ouf pour eux, d'aller nous donner des excellents biens. Parce que si jamais ils nous donnent des biens de seconde zone, on va dire, ok, désolé, on ne travaillera plus avec vous. C'est logique, tu vois. Et du coup, tu penses pas que eux, ça leur pose des problèmes avec leurs clients de travailler avec vous, dans le sens où le client il dit vous allez envoyer les meilleurs biens à Meute qui vous en prend 10 par an et nous on va se retrouver avec le reste? Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense qu'en fait, chacun prend une décision ensuite qui est un peu absolue. C'est-à-dire que tu as la question relative que tu poses qui est juste, et c'est pour ça que nous on bosse avec plusieurs partenaires. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, tu n'en sais rien, si on se rend compte à un moment que Rentimo, je décide, mais je ne pense pas que ce sera le cas, mais si à un moment on se rend compte qu'il décide de nous présenter des biens moins bien, en fait, on en a d'autres des partenaires et donc on pourra arbitrer. Et c'est, je pense, ça la force qu'on a pour nos clients, c'est qu'à tout instant, moi j'ai une vue sur 2, 3, 4 marchés parce que j'ai du sourcing permanent et donc je suis capable d'aller dire en fait ouais là ça vaut vraiment le coup d'aller sur cette région, sur ce bien avec cet asset manager parce qu'on va avoir quelque chose de très bien à proposer. Et c'est quoi votre process justement de contre-analyse pour vérifier que les biens sont des belles opportunités et vont satisfaire vos investisseurs? En fait là-dessus on a ce qu'on appelle une scorecard, c'est-à-dire que quand on reçoit un bien, déjà il y a des choses évidentes, c'est-à-dire qu'il y a un peu des filtres binaires. Si même avec ce qui nous est envoyé par le partenaire, le rendement final est en dessous d'un certain seuil, on sait que ça ne pourra pas intéresser nos clients. Il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui on est quand même sur une clientèle qui fait de l'investissement de rendement. L'objectif c'est donc la performance. Donc, tu vois, si on a un bien qui va pouvoir sortir 3,5 aux clients, ça va être compliqué. Donc ça, tu as un premier, on va dire, je qualifierais, le filtre binaire, c'est celui-ci. Ça, c'est le tout début. Après, quand ça passe ce filtre binaire, on va creuser un peu plus. Et on va regarder, on va se dire, ok, en fait, le prix qui m'est indiqué, proposé, est-ce qu'il est en ligne avec ce que je verrai ailleurs? Donc là, on a différentes sources de données, on va comparer, on va se dire, ok, en fait, on est en fourchette basse, fourchette moyenne, fourchette haute. Et à partir de là, on peut revenir potentiellement vers le partenaire. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller analyser, est-ce que les loyers qui sont indiqués font sens? Tu vois, c'est facile de faire un excellent rendement si tu mets un loyer tu as 10% au-dessus du prix de marché. Donc ça, on va vérifier avec des différentes annonces sur Se Loger, sur Le Bon Coin, etc. pour essayer d'avoir un peu un état d'esprit. Donc là, on va avoir confirmé le prix, les revenus. Le prix, les revenus, c'est des trucs importants. Ensuite, on va regarder tous les trucs un peu secondaires, oui et non. Le DPE, par exemple, c'est pas secondaire, on va le regarder très rapidement pour se dire quel est donc le DPE, diagnostic de performance énergétique. Est-ce qu'on est sur un DPE qui peut être à risque? On le sait,
Les bâtiments F et G sont à risque à court terme, les bâtiments E sont à risque dans les années qui viennent, et puis les bâtiments D sont normalement tranquilles jusqu'à 2034. Donc ça, on va vérifier quel est le niveau de travaux, est-ce qu'il y a des charges de copro un peu exceptionnelles qui arrivent, enfin, voilà, une analyse en fait assez standard. Ok, d'accord. On va aller un peu sur la modélisation financière que vous présentez sur les projets. En provision, en fait, du coup, quand on achète un bien, forcément, il y a le sujet de potentiellement des charges un peu exceptionnelles qui arrivent. Donc, c'est tous les imprévus qu'il y a dans l'investissement immobilier, toutes les réfections de toiture, les ravalements de façade, ça c'est pour la copro, mais aussi directement dans l'appartement. Ouais. Il peut y avoir des sujets, enfin voilà, un ballon d'eau chaude à changer, des choses comme ça. Donc vous avez mis 1000 euros de provision. Est-ce que pour toi c'est assez pour couvrir vraiment tous les problèmes, ou est-ce que tu penses qu'il va y avoir potentiellement, quand il y a un vrai sujet qui coûte beaucoup d'argent, comment vous gérez ça? Est-ce que vous redemandez l'argent aux investisseurs? Est-ce que vous supportez vous? Comment ça fonctionne? En fait, bon, effectivement, on a mis des provisions qui sont, je dirais, pas énormes aujourd'hui, tu vois, quelques milliers d'euros généralement. Donc oui, la question se pose, tu vois, s'il y a un énorme pépin. Alors après, bon, les énormes pépins, quand même, souvent sont pris en charge par les assurances, heureusement. Mais si jamais on avait un énorme pépin pas pris en charge par une assurance, la question pourrait se poser. On a mis en place dans le contrat obligataire, on a la possibilité en fait de venir abonder par un crédit pour aller financer une opération coûteuse, crédit qui est ensuite remboursé au fil de l'eau, prélevé sur les loyers. Donc le cas est prévu sur des cas vraiment de montants élevés à débourser d'un coup. Ouais, après sur la vie, on va dire traditionnelle, tu vois, je sais pas, changement de petits éléments, ça c'est prélevé directement sur les loyers qui sont versés aux investisseurs. Okay. Et sur la dette bancaire, est-ce que tu ne penses pas que c'est un problème vu que les investisseurs sont déjà en premier rang? Est-ce que ça va pas être très compliqué d'emprunter? C'est pas de la dette bancaire, hein. C'est justement le prêt. C'est un prêt qui serait fait directement par Meute au projet en fait. Okay. Ça c'est un point important, c'est pas de la dette bancaire. Okay. C'est vraiment nous qui viendrions abonder sur un montant one shot et ensuite se faire rembourser. Okay. On a bien compris là ce que c'était une SCPI et la différence avec l'immobilier fractionné. Ma question c'est la même par rapport, on sait la plateforme avec laquelle on va investir avec les SCPI. Donc selon toi, quels sont les critères à prendre en compte pour choisir la bonne SCPI pour investir? Ouais, alors bon, la bonne SCPI c'est un sujet toujours un petit peu vaste et tout le monde se pose la question sans cesse, c'est normal. En gros, les SCPI, ce dont il faut bien se rappeler, c'est que il y a généralement une stratégie qui est annoncée. C'est-à-dire que SCPI peut te dire, moi je vais faire de la logistique, moi je vais faire de la santé, moi je vais faire des bureaux, moi je vais faire du résidentiel. Donc il y a un premier aspect quand même là-dessus, qui est l'aspect vraiment conviction. C'est-à-dire que, un peu comme ce que je vous disais sur l'immobilier fractionné, si quelqu'un a des doutes fondamentaux sur le bureau parce que, je sais pas, le télétravail, etc., il ne faut pas y aller. Donc ça c'est le premier aspect, trier je pense par stratégie. Ensuite il y a un autre aspect, c'est de regarder un petit peu l'âge de la SCPI, en tout cas son dynamisme. Et le dynamisme c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la collecte, c'est à quel point la SCPI collecte de l'argent par rapport à sa capitalisation. Aujourd'hui on a des SCPI qui ont des capitalisations, donc des sommes globales investies qui peuvent aller de 50 millions à 3 milliards. Donc évidemment, 3 milliards, ça va être un mastodonte qui a énormément d'actifs dans le portefeuille, mais du coup qui les a achetés il y a un petit moment. Là, ce qu'on observe en ce moment, et on va dire le conseil qu'on donne régulièrement, ça va être plutôt de privilégier des SCPI plus récentes, avec une collecte dynamique, pour une raison simple, c'est que dans le contexte actuel de l'immobilier qui a été quand même sacrément chahuté depuis un an, ces SCPI-là sont capables, avec la collecte importante qu'elles ont, d'aller investir dans de très belles opportunités. Aujourd'hui, et c'est pour ça tout à l'heure dans le vrai faux, on disait voilà, est-ce qu'il y a des opportunités aujourd'hui, est-ce que c'est le bon moment? La réponse est oui, parce qu'il y a vraiment des opportunités assez exceptionnelles. On le voit, ce qu'on appelle le rendement acte en main, c'est-à-dire qu'en fait quand les SCPI font des achats, des acquisitions de biens, elles affichent un rendement sur leurs acquisitions. Et ce qu'on observe, c'est que c'est en train de monter à vitesse grand V. Donc en fait aujourd'hui, elles font des bonnes affaires, ces SCPI. Donc privilégier probablement une SCPI relativement jeune avec une bonne dynamique de collecte qui est donc capable d'aller se positionner sur des bons actifs maintenant plutôt que d'avoir un peu un stock de choses achetées il y a 5 ans, 6 ans qui va être plus difficile à vraiment travailler. Peut-être un dernier aspect là-dessus, c'est sur l'aspect des frais. On observe que pas mal de SCPI sans frais de souscription se lancent.
C'est toujours intéressant parce que finalement les frais de souscription sont assez élevés sur les SCPI aux alentours de 10%. Aller vers un produit sans frais de souscription, ça peut être un très bon moyen d'avoir un bon taux de rentabilité interne à la revente. Pour toi, c'est une vraie opportunité, c'est SCPI sans frais de souscription. Est-ce qu'il n'y a pas des frais cachés? On se dit, bah, le marché fonctionnait comme ça depuis des années. Il y avait 10, 12, voire 15% de frais de souscription. Là, il y en a qui arrivent qui disent, bah, on fait 0%. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. Est-ce que tu penses que c'est une vraie opportunité? Ils ont réinventé le modèle et c'est une vraie disruption du marché? Ou c'est quelque chose où en fait tu te rends compte que les frais de gestion sont beaucoup plus importants et que du coup, au final, le rendement, c'est plus un argument marketing et que ton rendement et ton TRI vont être finalement quasiment aussi importants, voire plus faibles que sur d'autres SCPI. Ben ça, c'est vraiment le débat actuel. Tu as les personnes qui défendent vraiment les frais de souscription et qui vont dire oui, mais les frais de gestion sont plus élevés, c'est vrai. Mais moi, ce que j'aime bien rappeler à nos clients, c'est que le taux de distribution, donc le rendement affiché par une SCPI, il est net des frais de gestion. Donc en fait, aujourd'hui, pour rappel, en 2022, les deux meilleurs SCPI en rendement, c'était Remake Live, Hirokozen, 7,64 et 7,04% respectivement de rendement. Les deux sont des SCPI sans frais. Donc, ok, elles ont des frais de gestion plus élevés, c'est vrai, je ne vais pas dire l'inverse. Néanmoins, net de ces frais de gestion, elles servent la meilleure perf du marché. Et donc, c'est ça qui compte. C'est-à-dire on peut avoir des débats, des combats de chapelle pour se dire ah non, mais en fait, moi je veux pas qu'ils aient des frais de gestion élevés. Oui, mais en fait, s'ils te servent le meilleur rendement et qu'en plus, quand tu revends tes parts, tu les revends à 100 quand tu les as achetés 100, alors que sur n'importe quel autre SCPI, tu les revends 90 quand tu les as achetés 100, bah, il n'y a même pas de débat, tu vois. Après, la question qui peut se poser, c'est vont-ils réussir à tenir sur le long terme cette performance exceptionnelle? Et ça, le seul point que je pourrais te dire, c'est celle sur laquelle on a le plus d'historique, c'est Novaxianeo. On est maintenant à 4 ans, je crois, d'historique ou 5 ans d'historique. Et elle est toujours dans le top 10% des SCPI qui ont le meilleur rendement. Donc, tu vois, le modèle semble tenir. Maintenant, il faut voir sur 15 ans. Hein, donc, je n'ai pas de boule de cristal, mais sur ces exemples-là, ça semble tenir. Forcément, avec moins d'historique, c'est vrai que c'est forcément plus risqué parce qu'on ne sait pas si la société de gestion, surtout c'est des gestions qui se sont lancées uniquement pour cette première SCPI, qu'on n'a pas de recul sur cette société de gestion-là. Donc bon, on va voir aussi, mais forcément la crise là va être aussi un bon indicateur de voir si les SCPI tiennent bien. Ouais, bah en fait, elles sont même enfin, on a déjà un peu les réponses. Hein. Tu vois, nous, on a fait l'analyse des valeurs de reconstitution, donc les valeurs d'expertise à mi-année 2023. C'était une demande de l'autorité des marchés financiers de réévaluer les actifs sur l'immobilier. Et on voit que Hirokozen et Remake ont très bien tenu sur les valeurs d'expertise. Les deux sont plutôt à afficher des rendements en hausse par rapport à toutes les prévisions. Donc, écoute, non, c'est plutôt très favorable. Novaxianeo, pareil, valeur de reconstitution qui se tient très bien. Pour l'instant, pas de red flag, en tout cas de mon point de vue. Ok. Mais ce que je trouve très intéressant, en tout cas, sur ces nouvelles SCPI qui sont arrivées assez récemment, c'est que, bon, à la base, les 12% de frais de souscription, on va dire qu'il y a quand même une partie qui était utilisée justement pour rémunérer les conseillers en gestion de patrimoine ou en fait les intermédiaires qui vendaient les SCPI, qui aidaient la SCPI à faire de la collecte. Et on se rend compte qu'en fait, Hirokozen, par exemple, est une super stratégie digitale et arrive très bien à collecter sans forcément avoir une rémunération hyper importante des CGP ou enfin, voilà, des intermédiaires. Donc c'est vrai que bon, on a l'impression que vraiment le modèle sur ce point-là a réussi quand même à bien se démarquer. Ouais, en fait, le modèle bascule vers un modèle, on va dire, un peu plus traditionnel. C'est ce qui se passe sur l'assurance vie, où tu as une rémunération des distributeurs sur les AUM. Donc les AUM, Ouais. c'est les actifs sous gestion. Et donc, tu as un montant de quelques dizaines de pourcents, enfin, genre entre 0,3 et 0,9% à peu près, selon les cas, par an, Ok. versés aux distributeurs. Donc effectivement, les SCPI zéro frais prennent ce modèle-là, d'où les frais de gestion d'ailleurs supérieurs, c'est pour rémunérer les distributeurs. Donc oui, plutôt succès, je suis d'accord avec toi. Ok. Ok. Si tu devais choisir qu'une seule SCPI, toi, à titre personnel, t'investirais dans laquelle? Aujourd'hui, bon, c'est un peu biaisé parce que j'ai déjà 15 000 sur Hirokozen, pardon, mais du coup, je pense que je mettrais 20 000 sur Remake Live. Sur Remake Live. Ok. Ouais. Pour diversifier un peu ton portefeuille sur Remake. Ouais, diversifier un peu mon portefeuille, super perf de leur part, super annonce sur la perf 2023 qui devrait Ok. arriver encore une fois, on verra ce que ça donne, mais plutôt très favorable, équipe très solide. Ok. Mais bon, les autres vont me détester. Non, mais Hirokozen aussi, c'est génial. En vrai, entre les deux, j'aurais du mal à choisir, Ok. je pense. Et petite question, qu'est-ce que tu penses de Quorum Origin et de Quorum l'épargne sur leur société de gestion? Ils ont été novateurs. Ok. Ils ont, je pense, initié une nouvelle vague de SCPI.
plus dynamiques. Tu vois, ils sont sortis de ce placement peut-être même plus bon père de famille, bon grand-père de famille quasiment, tu vois. Clairement. Donc ils ont clairement ajouté, enfin ils ont mis du renouveau sur cette classe d'investissement, je dirais. Ok. Et aujourd'hui, tu penses que ça reste quand même une bonne SCPI pour investir Je vais être tout à fait franc, je connais pas très bien leur Ok. SCPI. Il se trouve qu'on ne les distribue pas. Donc, enfin, quand on regarde les stats sur les performances, etc., ils sont souvent en tête de classement. Donc et les gens que je connais qui ont pu y investir n'ont que de bonnes choses à en dire. Ok. En fait, voilà, il y a juste un sujet, je pense qu'on n'est pas aligné sur les modalités de frais. Nous, on a plutôt une D'accord. approche où on veut réduire les frais. Je pense pas que ce soit leur stratégie, Ok. mais ça, c'est une décision en fait qui leur appartient. Moi, j'ai rien de mal à dire en tout cas de leur Ouais. SCPI. Donc avec ImoCompare, on propose aussi du cashback ou des offres de réduction exclusive avec les partenaires que nous recommandons pour les différentes verticales que l'on compare. Lovinvest propose aussi du cashback. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment fonctionne justement ce cashback sur les SCPI parce qu'on a vu que c'était sur certaines SCPI pour un peu mieux comprendre, pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qui se passe derrière en fait. Ouais, c'est effectivement, c'est quoi ce cashback? En gros, tu le rappelais tout à l'heure, donc aujourd'hui, hein, quand vous investissez dans une SCPI, donc je disais, il y a des frais de souscription, on va faire simple, 10%. Donc j'investis 100 euros, si je revends le lendemain, je revends à 90 euros. Donc c'est évidemment un peu dur. Évidemment, personne ne revend le lendemain, mais c'est pour l'exemple. Ces 10%, ces 10 euros-là, en fait, ils sont utilisés par la société de gestion en grande partie pour rémunérer le distributeur, donc le courtier, la plateforme, nous si vous passez par nous, avec lequel vous avez investi en SCPI. On a découvert ce schéma en fin 2020, toute fin 2020, et on s'est dit mais quand même c'est énorme parce qu'aujourd'hui un courtier qui va vous faire signer un PDF et vous recommander d'investir en SCPI va gagner entre, allez on va dire 5 et 7% selon les SCPI. C'est assez énorme en fin de compte. C'est beaucoup plus que quand on compare à d'autres types d'investissements, notamment sur les marchés actions. Quand on a découvert ça, on s'est dit, en fait, nous, on peut probablement créer une plateforme en ligne sur laquelle les clients vont avoir une forme d'autonomie qui va nous permettre de réduire le temps de traitement opérationnel de notre côté et donc d'être plus efficace. Si tout à coup, on n'échange plus par des emails, des PDF et des Excel, en fait, on peut peut-être faire des choses plus efficacement. Donc c'est ce qu'on a fait et une manière de symboliser cette efficacité, c'était de réduire les frais, de dire aux clients, vous allez investir 100, oui, nous on va être payé 5, mais on va vous rendre 2,5. Donc en fait, on vous réduit nos frais. Parce qu'il faut bien comprendre que pourquoi est-ce que le distributeur est payé? Il est payé en réalité pour sa prestation de conseil. Il y a une réglementation européenne qui s'appelle MiFID 2 qui dit qu'en fait aujourd'hui un conseiller, quelqu'un qui recommande des produits financiers, a le droit d'être rémunéré pour sa prestation de conseil par la société de gestion dans laquelle le client investit. Donc nous, ce qu'on dit, c'est ça, on va vous le réduire avec le cashback. Et donc c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. On a été les premiers à vraiment démocratiser ce modèle de réduction des frais pour le client. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a même d'ailleurs demandé un rescrit auprès de l'autorité des marchés financiers pour valider que le modèle fonctionnait bien, qu'on a obtenu. Donc voilà en gros ce que veut dire ce cashback, c'est que si vous investissez chez nous, si vous mettez 100, on vous rembourse 2,5 sur les SCPI avec frais évidemment. On en parlait tout à l'heure, une SCPI sans frais de souscription ne va pas me payer 5, elle va me payer un petit montant tous les ans. Je ne peux pas vous donner 2,5 quand je touche 0,6. Ouais. On n'est pas une non-profit, quoi. Ok. Et justement, par rapport à ça, sachant que c'est une innovation assez majeure, est-ce que tu as eu des difficultés à en parler justement aux différents acteurs, aux différentes SCPI, ou c'est fait plutôt assez naturellement parce qu'ils ont compris l'intérêt qu'il y avait derrière? Non, non, c'était très dur, très très dur. En fait, on a eu un certain nombre de compétiteurs qui se sont insurgés pour une raison très simple, hein, c'est qu'en fait, on mettait un peu au grand jour les frais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on s'est lancé, tu avais 90% des sites de courtiers en SCPI qui disaient zéro frais, zéro frais, zéro frais, venez chez nous, vous n'allez rien payer. Ouais. Ce qui, en plus d'être limite sur le plan réglementaire, est faux. C'est-à-dire que le client, il paye, mais par des rétrocessions. Donc, évidemment, nous, quand on est arrivé, qu'on a dit, on va vous donner un cashback, en fait, pour que le client comprenne qu'il y a un cashback, il faut qu'il comprenne qu'il paye. Et donc, on a un peu mis à mal tout ce système du zéro frais. Donc ça, très clairement, assez mal perçu de la part de nos compétiteurs qui ne voulaient pas voir leur rente s'effondrer, ce qui est assez normal. Finalement, les sociétés de gestion ont, je trouve, plutôt bien réagi. Elles ont compris rapidement que, en fait,
ben voilà, ce produit méritait d'évoluer. On parlait tout à l'heure de certains acteurs qui ont pu donner un petit coup de jeune Ouais. sur les SCPI. J'ai l'orgueil de penser qu'on fait partie de ces acteurs, peut-être sur encore une troisième vague. Tu vois, tu as eu la première vague dans les années 70, peut-être avec des SCPI type Quorum, peut-être une deuxième vague un peu plus dynamique. Puis maintenant, encore une nouvelle vague encore plus dynamique avec des acteurs comme nous et des SCPI sans frais de souscription. Mhm. Oui, parce qu'en fait, vous ne proposez pas simplement un cashback, il y a aussi quand même une plateforme qui permet d'aider à la souscription, parce que c'est vrai que avant la souscription à SCPI, ça pouvait être un peu laborieux, compliqué, etc. Là, tout est centralisé, on peut voir un petit peu ses participations, enfin ses investissements assez facilement. Donc c'est aussi ça que vous apportez une touche digitale à un monde des SCPI qui en avait quand même un petit peu besoin. Ouais, et en fait, j'irais même plus loin. Je pense que de plus en plus, c'est ça la valeur première qu'on apporte. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on soit lancé il y a 2 ans et demi, je connais pas d'autres plateformes qui permettent de manière aussi simple d'investir en SCPI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, sur la plupart des produits, tu peux faire la souscription de bout en bout, remplir ton profil, signer un bulletin de souscription, recevoir un conseil personnalisé, enfin, recevoir un conseil personnalisé, puis signer ton bulletin de souscription, et aller jusqu'au bout d'un investissement 100% en ligne. Donc effectivement, enfin, pour l'instant, on est les seuls à le faire, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on regarde, bon, ça fait quand même maintenant 2 ans et demi que Ouais. vous êtes sur le marché, avec ce concept de digital et aussi de cashback. Il y avait quand même des gros acteurs sur le marché qui étaient déjà là et qui vendaient des CPI en ligne, un petit peu comme vous. Bah, ils vendaient pas en ligne, hein, ça c'est important. C'est qu'en fait, ils avaient un site, Oui, mais ils vendaient pas. Enfin, tu pouvais pas faire une souscription en ligne. complètement. C'est quand même assez différent, ouais. Et qui aujourd'hui, en fait, ne sont pas vraiment allés sur ce créneau-là. Enfin, à la connaissance, ces acteurs-là ne proposent pas de cashback, pas justement de souscription en ligne. Pourquoi tu penses qu'ils ne sont pas mis là-dessus pour l'instant? Ben, pour le coup, je pense que ça a à voir avec l'ADN de chacun, et ça, c'est normal. Moi, je vous disais, en gros, j'ai passé 5 ans en Silicon Valley. Mon ADN, à la base, il est tech. Hmm. Je faisais des investissements immobiliers également depuis 2016, mais mon ADN à moi, tu vois, c'est quand je vois un problème, c'est de me dire comment je crée un produit, comment je crée de la tech qui rend l'expérience meilleure. Euh, L'ADN de ces gens-là, c'est une ADN un peu plus traditionnelle de conseiller en gestion de patrimoine. Ouais. Donc, ils vont à choisir entre refondre, refaire une nuit d'une app ou acheter un canapé club, enfin, ou un fauteuil club en cuir. Le choix est vite vu, tu vois. Donc c'est ça, je pense, la différence majeure, c'est que ces gens-là n'ont pas nécessairement envie de le faire, ne savent pas nécessairement le faire, et en plus, et ça c'est le dernier aspect, ont un business model aujourd'hui qui ne leur permet plus de le faire. Ok. C'est-à-dire que ces gens-là fonctionnent souvent en payant les conseillers à la commission, Mhm. c'est-à-dire qu'ils ont des conseillers qui eux-mêmes sont rémunérés en pourcentage des produits vendus, et en fait, les montants qu'ils donnent aux conseillers sont souvent assez similaires à ce que nous on donne aux clients en cashback. Mhm. Et c'est ça la différence, c'est qu'une fois que tu as fait ça, bah, en fait, ils peuvent pas faire le cashback au client et pas vraiment un cashback, c'est une rémunération, mais et la rémunération au conseiller. Mhm. Ok. Mais finalement, est-ce que je pense pas qu'il y a la place pour les deux? Parce que par exemple, il n'y a pas des gens qui continuent à préférer aller s'asseoir sur un beau canapé et discuter avec leur conseiller que être en ligne et digital? Ou est-ce que Bien tu sûr. penses que c'est voué avec les nouvelles générations qui arrivent et qui sont nées avec des téléphones, enfin même nous, hein, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette vision d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, donc il faut le faire en ligne rapidement. Est-ce que tu penses que c'est plutôt voué à disparaître ou il y aura toujours de la place pour les deux? Non, mais il y aura toujours de la place pour les deux, ça j'ai aucun doute. Et d'ailleurs, on n'a pas 100% du marché, Ouais. enfin malheureusement. Mais non, mais tu vois, on n'a pas, on a aujourd'hui une collecte qui doit avoisiner à peu près les 80-100 millions d'euros par an. Donc on est, je pense, parmi les plus gros, si ce n'est le plus gros. Mais, Mais donc, il y a déjà de la place pour les autres. Après, en fait, la question qui se pose souvent pour les investisseurs, c'est, voilà, imaginons que tu veuilles mettre 300 000 euros. Est-ce que tu es prêt à perdre 7 500 euros pour avoir bu un très bon espresso dans un joli canapé, tu vois? Hmm. Et ça, je pense que bah, finalement, les gens se disent de plus en plus, bah, en fait, les infos, je les ai en ligne. On a une chaîne YouTube sur laquelle on met toutes les datas. Enfin, on parle beaucoup des datas. On a aussi une base de données ouverte qu'on met à disposition. Et vient le moment où les gens se disent, bah, en fait, oui, peut-être qu'une visio avec un conseiller, c'est aussi bien qu'aller dans des beaux bureaux dans le 8e arrondissement, tu vois. Ok. Parce qu'au fond, bah, ces 7 500 euros, je préfère peut-être les dépenser avec ma famille cet été que pour mon Hmm. investissement. Et c'est logique. Justement, tu parlais des informations disponibles sur le site. Comment vous arrivez à rester impartial en tant que courtier en SCPI? Bon, je pense, que c'est un sujet ouais, très important quand directement on s'attaque à ce secteur, un peu des conseillers en gestion de patrimoine, des courtiers, etc.
comment vous arrivez à rester complètement impartial et pas à prioriser une SCPI qui vous donne voilà, un avantage plus intéressant qu'une autre? Comment vous en sortez? Vous avez un process pour ça? Vous avez quelque chose? Ouais, bah en fait, je pense même qu'on est même peut-être idiot à certains égards, parce que nous, on promeut énormément de SCP qui nous payent plutôt moins Ok, que les autres, euh, parce qu'on le fait plutôt par conviction, juste autour des produits qu'on pense vraiment valoir le coup pour nos clients. d'accord. Il y a un autre aspect, c'est que nos conseillers, tu vois, je parlais tout à l'heure du fait que parfois les conseillers peuvent être rémunérés en pourcentage des produits vendus, peut-être même parfois des pourcentages différents selon les produits, justement Mhm. pour aller pousser des produits sur lesquels on est mieux rémunéré. Nous, c'est pas le cas, c'est-à-dire que les conseillers enfin, qui vendent produits A, B, C, D, ça n'a absolument aucun impact sur leur REM. Donc tu vois, il y a déjà ce côté-là. En fait, eux n'y pensent pas de base parce que ça les impacte pas. Et même moi, en réalité, même si je regarde, tu vois, tous les mois comment, quels produits on vend, au fond, mon ambition la plus importante, c'est que nos clients reviennent. Pour qu'ils reviennent, il faut qu'on leur ait vendu les meilleurs produits avec le meilleur conseil. Aujourd'hui, j'ai 40% de ma volumétrie mensuelle qui est réalisée par des clients qui reviennent. J'ai des taux de repeat qui sont assez exceptionnels sur le produit SCPI, qui est plutôt un produit en fait généralement un peu one shot. Mhm. Donc c'est ça qu'on privilégie. C'est pas d'aller te vendre le truc sur lequel on va toucher 8% d'un coup, mais derrière tu vas te dire qu'on t'a escroqué quoi. Est-ce que du coup, justement, là, avec la période actuelle, qui est assez compliquée, avec beaucoup de SCPI qui ont annoncé des baisses de leur prix de part, est-ce que ça t'inquiète, toi, pour Lovinvest? Est-ce que vous voyez déjà les impacts sur la collecte? Ou est-ce qu'il y a toujours une partie des gens qui ont une confiance, j'ai pas envie de dire aveugle, parce que c'est pas forcément le cas, mais qui ont une vraie confiance sur les SCPI et ça les inquiète pas et qui voient plutôt ça comme une opportunité et dire, ah tiens, je vais peut-être pouvoir acheter des parts de SCPI des côtés? Ou est-ce que si vous voyez vraiment une baisse de la volumétrie sur Movinvest? Bah, nous on a la chance de pas voir encore, qu'il n'y a pas de manière importante. On voit en revanche sur le marché en général une baisse de la collecte. C'est-à-dire que l'ASPIM, qui est l'association des Hmm. professionnels enfin, des sociétés de gestion, publie tous les trimestres des stats sur la collecte. Et on a vu très clairement que le trimestre 2 2023 était en baisse assez importante. Je pense que cette baisse assez importante est également très liée à la diminution de la volumétrie de crédit. Hmm. Les SCPI, c'était un produit que les gens pouvaient acheter à crédit. Les crédits, on le sait tous, ont vu leur taux drastiquement remonter, donc c'est moins intéressant d'acheter à crédit. Donc je pense qu'il y a un côté crédit qu'il faut réussir à distinguer. C'est pas évident de savoir exactement, mais qui a très clairement diminué. Nous, on a la chance qu'on faisait quasiment aucun crédit. Donc là-dessus, nous, on n'a vu Ok. aucune baisse sur le sujet. Et ensuite, tu as les baisses de prix de part qui sont évidemment un peu anxiogènes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un webinar la semaine dernière pour aller détailler vraiment Ouais. les dernières informations qu'on pourrait avoir sur le sujet. Ce qui est assez rigolo, c'est que le marché se scinde en deux pôles. Le pôle des SCPI un peu mastodontes bureaux qui, elles, effectivement, ont vu pour beaucoup d'entre elles une baisse assez drastique de leur prix de part. Et en fait, des SCPI plus dynamiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui, elles, au contraire, caracolent. On a vu, par exemple, des SCPI dont le prix, la valeur d'expertise augmentait de 7% entre décembre 2022 et juin 2023. Hmm. En fait, ce que ça nous montre, c'est que le marché immobilier est loin d'être mort. C'est juste qu'effectivement, il y a eu un changement de régime. On est passé de l'ère des taux zéro à l'ère des taux à 3,5 en 6 mois. Donc ça, c'est sûr que c'est un changement drastique, mais il y a des opportunités énormes. Donc non, la baisse pour l'instant, pas énorme. On sent évidemment que les clients ont besoin d'être rassurés, sur, D'accord. notamment conseillés. Vous vous posiez la question, quel SCPI Hmm. choisir? Plutôt des SCPI peut-être un peu plus jeunes aujourd'hui, Ouais. mais il y a des opportunités énormes. Ok. Ouais, du coup, pour revenir un petit peu sur, je pense que tu as déjà donné un élément de réponse, mais sur le fait qu'il y ait beaucoup de sociétés d'immobilier fractionné, c'est intéressant du coup que tu fasses les deux avec Louvre et Meute, parce que beaucoup de sociétés d'immobilier fractionné en fait construisent leur argumentaire en opposition avec les SCPI, en disant bah voilà, nous on a une fiscalité plus intéressante, plus simple, on va avoir voilà, ce type d'avantage, on peut investir avec un ticket d'entrée beaucoup plus faible, etc. On a moins de frais. Est-ce que toi, tu arrives à... Enfin, comment tu fais pour gérer justement ce marketing-là vis-à-vis de Meute? Parce que tu travailles aussi pour les SCPI. Est-ce que tu vois pas un problème de cannibalisation entre les deux business de l'immobilier fractionné et des SCPI? Non, je peux donner quelques éléments de réponse par rapport à ça. Effectivement, il y a des gens qui aiment taper sur la SCPI pour dire en fait non, c'est vraiment nul l'immobilier fractionné, c'est beaucoup mieux. Bon, euh,
on va reprendre un peu les différents points un par un. Minimum d'investissement. Alors, effectivement, tu as des boîtes qui font de l'immobilier fractionné à partir de 1 euro. Bon, ça n'existe pas en SCPI, c'est sûr. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'ailleurs de faire à partir de 1 euro, mais ça, c'est une autre vision. Nous, on fait à partir de 200. Et la SCPI la moins chère aujourd'hui, enfin, moins chère entre guillemets, au sens la plus accessible, Ouais. c'est Novaxianeo, 187 euros. Mm. Donc, on peut déjà investir à partir de 200 euros en immobilier sur la SCPI. Donc, à mon avis, ça, c'est pas un très très bon exemple. Enfin, en tout cas, c'est pas un très bon argument. Deuxième argument, j'ai vu certains acteurs dire ah, les frais sont bien moins élevés qu'en SCPI. En fait, quand on décompose, c'est pas tout à fait vrai. Les SCPI sont pas juste des gens qui sont là pour se goinfrer sur le dos de l'épargnant. Faire du marketing, ça coûte cher, faire de la gestion immobilière, ça coûte cher. Et quand on compare les frais d'immobilier fractionnés entre les frais upfront, donc les frais à l'entrée, et les frais de gestion, finalement, c'est quand même assez comparable avec les SCPI. Ouais. Donc là-dessus, moi, je dirais que c'est pas évident. Là où c'est totalement différent, c'est que sur l'immobilier fractionné, vous avez un choix total. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile à comprendre et on peut vraiment aller faire son propre portefeuille exactement comme on l'entend. C'est-à-dire qu'on peut aller acheter 2 appartements à Lille et un commerce, j'en sais rien, à Marseille si on souhaite. Mais on choisit tout. La SCPI, on choisit pour le coup pas. On a une stratégie, on déploie de l'argent et on laisse tourner. Donc ça, pour moi, c'est ça vraiment le point différenciant entre les deux. Tu as effectivement la fiscalité, le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur l'immobilier fractionné versus les revenus fonciers sur la SCPI. Mais même là-dessus, en fait, tu as plein d'éléments sur la SCPI qui te permettent d'aller réduire la fiscalité. Donc pour moi, le sujet se réduit quand même principalement à est-ce que tu as envie d'aller choisir et de te créer ton propre portefeuille ou est-ce que finalement tu prends l'approche encore plus chill de se dire non mais en fait attends, moi je viens d'hériter de 100 000 euros, j'ai pas envie d'aller me casser le crâne à réfléchir à trouver 100 projets sur lesquels je vais mettre 1000 euros, je vais aller mettre ça sur 3 SCPI, c'est super facile, je peux investir one shot mes 100 000 euros et ça va me générer des revenus. Pour moi c'est ça la distinction. Du coup, tu nous as dit que tu as investi chez Recozen. Ouais. Et les gens qui nous écoutent, ils sont assez curieux. Et ils aimeraient peut-être savoir un peu quel SCPI tu as investi. Et si oui, aussi la taille un peu de ton portefeuille sur les SCPI que tu as pu utiliser. Ouais, bah en gros, moi j'ai investi sur Novapierre Résidentiel et Hirokozen. Novapierre Résidentiel qui est une SCPI de capitalisation qui donc a vocation à augmenter son prix de part. C'est marrant parce que j'ai investi sur Novapierre Résidentiel parce que c'était le premier produit qu'on vendait en janvier 2021 et donc je voulais être aligné avec nos clients, donc j'ai investi également. Et on a fait plutôt une très bonne perf dessus parce que je crois que la première année on avait pris plus 6%, la deuxième plus 4 avec 2% de nos distributions. Cette année il y a encore une revalorisation. Enfin, non, plutôt pour l'instant, plutôt pas mal sur le marché parisien. Après, je commence à avoir beaucoup d'expositions au marché parisien parce que j'ai aussi un appart, plus maintenant ma résidence principale. Donc ça, Hirokozen en nue propriété. Donc nue propriété, c'est un... Bon, on va peut-être pas rentrer dans le détail, c'est un peu compliqué pour les auditeurs, mais c'est en gros un schéma qui permet d'aller en fait faire de la capitalisation sur de la SCPI avec un gros avantage fiscal puisqu'on ne paye pas d'imposition sur la plus-value entre guillemets générée, donc qui se génère automatiquement par le recouvrement de la pleine propriété. Donc j'ai ces 2 SCPI là, j'ai une part je crois de Novaxianeo. Les fractionnés, j'ai investi je crois dans toutes nos propriétés, enfin toutes sauf une, enfin, mais en gros j'ai investi dans nos propriétés aussi. Ah oui, ok. Ouais, toujours pour être aligné avec les investisseurs. Ben ouais, je peux difficilement aller voir les gens et leur dire investissez, moi je le fais pas. Alors après, j'ai pas des sommes infinies à mettre, donc je mets parfois des petits tickets, tu vois, enfin quelques centaines d'euros, mais au moins pour dire voilà, on est ensemble dans l'aventure. Ok. Et là, par exemple, bon, pour revenir un peu sur tout ce qu'on a dit, là, si quelqu'un hésite à investir, il écoute, il dit ah bah trop bien, les SCPI, l'immobilier fractionné. Qu'est-ce que tu lui dirais vraiment pour sauter le pas? Parce qu'il y a certaines personnes qui justement ont en tête d'investir dans l'immobilier via différents placements. Euh, c'est quoi l'élément que tu dirais, ok, bah, commencez par ça, ensuite avec certains montants, et vous verrez un peu l'intérêt d'investir, en tout cas de commencer à investir. Bah en fait, dans ce cas, là, ça va un peu dépendre de l'appétit de la personne. Si elle veut vraiment, tu vois, elle est très excitée à l'idée d'aller faire un peu d'immobilier fractionné parce que tu as un côté beaucoup plus proche, beaucoup plus, tu vois, presque, je ne vais pas dire tactile, parce qu'évidemment c'est digital, mais tu vois, tu as un côté où tu vois vraiment le bien dans lequel tu investis. Donc ça, c'est très fort comme expérience. Ça peut être un très bon moyen de commencer avec un petit ticket. La SCPI, pareil, avec un petit ticket de quelques centaines d'euros. Peut-être le commentaire que je ferais, c'est que je pense que beaucoup de gens repoussent l'investissement en se disant non, mais en fait, j'ai pas 100 000 euros à investir, donc est-ce que ça sert à quelque chose de le faire? Donc je le fais jamais. Et ça, à mon avis, c'est la plus grosse erreur. C'est-à-dire que
repousser toujours, c'est un peu le moins bien, alors qu'aujourd'hui, tu as des options qui sont quand même vraiment bien. On propose ce qu'on appelle le versement programmé, c'est-à-dire que tu peux investir à partir de 200 euros par mois, tous les mois, pour aller te constituer un patrimoine sur le long terme. On va sortir une vidéo là pour expliquer voilà, comment générer 15 000 euros de patrimoine en 5 ans, quasiment sans douleur. Mm. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de se dire, en fait, on a tendance à... Tu sais, il y a souvent, je crois, cette phrase qui dit on surestime ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Et il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que en fait, si en un an, on n'arrive pas à se dire qu'on va devenir, tu parlais de poser la question, est-ce que vous allez devenir riche avec l'immobilier rapidement? Bah non, pas en un an, c'est sûr que non. En revanche, ce qu'on observe, c'est que si jamais on faisait des versements programmés pendant 20 ans, je sais pas quel âge vous avez, moi j'ai une trentaine d'années, tu vois, si je me dis, ok, bah tiens, je vais partir à la retraite, j'en sais rien, 64, 67, on verra l'âge où ce sera quand on y sera, mais si j'investis 200 euros tous les mois, bah en fait, ma retraite, entre guillemets, personnelle que je me serais créée, elle sera de 1000 euros ou plus. Et tout à coup, c'est vachement confortable d'avoir ça plus tard. Mm. Donc on sous-estime beaucoup ce côté long terme. Complètement. Surtout que je trouve que commencer avec un petit investissement, ça permet vraiment de se mettre un pied à l'étrier et d'un peu désacraliser l'investissement où on se rend compte un peu quand on discute avec des gens qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peur de ça. Et en fait, rien que de pouvoir mettre un petit ticket de 200, 300 euros, Ouais, d'un coup, quand on a mis de l'argent, on devient super intéressé et on va regarder, on va se renseigner, ouais, je suis d'accord. on va s'instruire. Et du coup, quand on va recevoir après potentiellement, bah, tu le disais, un héritage ou qu'on va gagner mieux sa vie, en fait, on va déjà être renseigné, on va pas être complètement en panique pour investir, on va comprendre comment fonctionnent les mécanismes. Ouais. Et du coup, ça peut être super intéressant. Et c'est ce qui est intéressant avec les faibles frais de souscription à SCPI en immobilier fractionné, c'est que ça permet de se mettre le pied à l'étrier, de comprendre comment fonctionnent les investissements. Et donc, je trouve que c'est un vrai bon point pour bah, ceux qui ont peur d'y aller, quoi. Ouais, et on le voit, hein, tu vois, on a pas mal de clients qui ont commencé avec un ticket à 200 euros et qui maintenant, tous les mois ou tous les 2 mois, c'est rigolo parce que je reconnais les noms, tu vois, enfin, Ouais. qui passent fréquemment. Et je pense que, j'imagine, hein, c'est que ces gens-là n'ont pas fait un versement programmé, mais en début de mois ou en fin de mois, ils regardent un peu leur compte, ils se disent, ok, tiens, ok, bah, j'ai 200 euros, je vais les investir. Et il y a ce côté un peu écureuil que je trouve hyper positif, c'est que bah, tout à coup, hop, sans même se rendre compte, à la fin de l'année, ils se disent, ah mais en fait, j'ai 2000 euros, c'est pas mal quoi. Mm. Et peut-être qu'ils en auront besoin un jour pour, j'en sais rien, acheter une voiture, acheter un appart, enfin, mais tant mieux, cet argent-là, sinon il aurait été dépensé en... Complètement. Ouais, c'est sûr qu'on voit que l'argent traîne sur le compte, ça donne plus envie de le dépenser Ben ouais, un que petit quand il peu. est un peu bloqué en SCPI, ça c'est clair. Mais ouais, surtout que bah, c'est intéressant aussi, c'est vrai que les SCPI, l'immobilier fractionné potentiellement, parce que ça a vraiment cet aspect long terme et moins liquide où tu peux pas non plus le sortir trop tôt. Donc ça permet vraiment de voir loin. En tout cas, tu devrais pas. Ouais, c'est pas trop conseillé. Bah, pour l'immobilier fractionné, surtout, l'argent est quand même un peu bloqué. Ouais. On peut pas le retirer facilement, surtout qu'il n'y a pas encore marché secondaire. Donc, bon, voilà, c'est aussi un sujet, la liquidité sur l'immobilier fractionné, où pendant 10 ans, pour l'instant, l'argent est bloqué. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous avez une solution? Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés d'immobilier fractionné qui veulent potentiellement mettre en place un marché secondaire ou qui ont mis en place des sortes de poches de liquidité qui permettent de retirer de l'argent quand on le souhaite. Est-ce que chez Multinvest, c'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout? Bah ouais, nous, en fait, on est en train de travailler sur un sujet de marché secondaire. Euh, on est un peu bloqué par un prestataire de paiement là qui commence à m'agacer un petit peu. Mais oui, bien sûr, on veut proposer un marché secondaire, c'est sûr. La réserve de liquidité, je suis pas hyper fan. Autant je trouve que ça peut fonctionner sur une SCPI parce que tu as plusieurs biens. Donc en fait, la réserve de liquidité, tu peux l'abonder en revendant un bien, par exemple. Sur l'immobilier fractionné, tu as un bien, donc tu vas faire quoi? Tu vas pas revendre 10%. Enfin, tu vois, je suis pas sûr de bien comprendre peut-être que j'ai tort, encore une fois, hein. Je pense pas. Je pense que là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à écrire sur le sujet. J'ai du mal à bien comprendre pour l'instant la réserve de liquidité. Mais bien sûr, le marché secondaire, c'est sûr, il faut le faire. Et pour finir, on a plus des questions sur l'entreprise en tant que telle. Et en tant qu'entrepreneur, quelle est la réussite dont tu es le plus fier en ce moment même? On va dire depuis la création jusqu'à Bah, maintenant. en gros, tu vois, on s'est lancé avec l'idée d'aller faire une plateforme. Bon, au tout début, hein, nous, notre pitch, c'était de dire on veut être le Robinhood de la SCPI. Alors, pour ceux qui connaissent moins, Robinhood, c'est la boîte qui, aux États-Unis, a lancé pour la première fois le courtage, donc le fait de pouvoir investir dans des actions avec zéro frais. Et donc, nous, on voulait lancer à peu près le Robinhood de la SCPI. Euh, Ce qui me rend évidemment fier, c'est qu'on s'est lancé. Au bout de 3 semaines d'existence, on a eu quasiment tous nos compétiteurs qui nous sont tombés dessus à bras raccourcis. Ouais.
On a eu des gars qui ont menacé certains de nos investisseurs dans la startup de venir nous casser les jambes. Enfin, il y avait des trucs. Carrément. C'était assez fou en fait. C'était vraiment même démentiel. Vieux jeu jusqu'au bout. Ouais, bah, je saurais pas dire, mais en tout cas, enfin, déjà, c'est de se dire, mais en fait, quand même, attendez, on parle d'un produit réglementé. Moi, ce que je fais, c'est légal. J'ai demandé à telle et telle personne. Enfin, tu vois, je suis pas non plus en train de, je suis pas un mafieux en train d'arriver de te mettre un flingue sur la tempe. Tu vois, j'ai demandé aux associations professionnelles avant de le faire. Donc ouais, une grande fierté, c'est qu'on a réussi, on est réussi à tenir. Qu'aujourd'hui, tu vois, on est à peu près à 140 millions d'euros investis par nos clients. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont probablement économisé à peu près 3 millions d'euros en cumulé. Donc, tu vois, c'est assez énorme de se dire, bah, en fait, j'ai réussi à faire gagner à mes clients 3 millions d'euros. C'est assez énorme. Et en parallèle de ça, d'avoir vraiment structuré ce modèle, maintenant avec un rescrit de l'autorité des marchés financiers qui vient mettre fin à tout débat sur est-ce qu'on a le droit ou pas de le faire. Donc ouais, ça, tu vois, je pense qu'en termes d'innovation, on a créé quelque chose de totalement nouveau et je pense que ça ne disparaîtra pas. Donc ça, c'est plaisant. Et depuis d'ailleurs, est-ce que tu avais été en contact avec les fondateurs par exemple de Robinhood ou c'est juste voilà, que tu avais pu discuter, t'avais pu voir leur modèle quand tu étais aux États-Unis? En fait, non, le modèle Robinhood, je connaissais parce que, enfin, en fait, il se trouve que j'avais discuté avec un des fondateurs de Robinhood, mais c'était en 2014. D'accord. Donc, c'était encore à peu près au début de la boîte. Quand ils venaient recruter à Stanford, c'était assez rigolo. Euh, mais après, on n'a pas reparlé. Enfin, et tu vois, Oui, maintenant, oui, ils ont une ok. boîte cotée en bourse et en plus, Ouais. ça n'a pas été si facile sur les dernières années. Donc, je pense Mm. qu'ils avaient autre chose à faire que de discuter avec moi pour l'instant. Euh, mais eux, non, c'est plutôt une inspiration, tu vois, de se dire qu'il y a voilà, des gars avec. Alors, il y a un peu toujours ce côté-là, c'est peut-être un peu ce côté idéaliste, parfois en Silicon Valley, à la fois hyper capitaliste, mais un peu idéaliste, de se dire en gros, de voir un truc dont on pense que c'est pas optimal et de se dire, bah, en fait, vas-y, je vais le faire, je vais l'améliorer, quoi. Ouais, très clair. Et donc là, pour ceux qui veulent, après l'interview, investir avec Louvre et Motinvest, toi, où tu vois Louvre et Motinvest dans 10 ans? Ben, alors bon, dans 10 ans, c'est long, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, dans, tu vois, 1 ou 2 ans, on sera de très loin les leaders sur le marché à minima SCPI. D'accord. Je pense qu'on n'est probablement pas loin de l'être déjà, en fin de compte. Mais ce qui est positif, c'est que j'ai vraiment le sentiment que semaine après semaine, on crante, tu vois, sa position de leadership par des initiatives assez, tu vois, encore une fois, assez innovantes. On a toute la base de données que nous, on tient en fait sur la SCPI, on la met 100% en ligne, gratuitement, en mode open source. Bah, ça, évidemment, tu vois, c'est un côté très utile pour les clients. Pareil sur les vidéos, du coup, on utilise cette donnée pour aller faire des vidéos analytiques. Donc là-dessus, c'est sûr qu'on sera les leaders. Et je pense que tu vois, sur un marché qui l'année dernière collectait 10 milliards, bah, moi j'ai bon espoir qu'on collecte, tu vois, je sais pas loin de 1 ou 2 milliards par an, quoi, à un moment. Et je pense que c'est jouable parce qu'on aura les meilleurs crédits, c'est obligatoire maintenant vu notre volumétrie. On a déjà la meilleure plateforme pour investir en cash. Les clients, je pense, sont en train de se rendre compte que leurs conseillers bancaires n'ont pas toujours les meilleurs produits à proposer. Donc, ils vont chercher des plateformes comme la nôtre. Donc ça, tu vas devenir le leader là-dessus, c'est sûr. Et puis, du coup, en parallèle, je souhaite qu'on devienne aussi leader sur l'immobilier fractionné. Et notre play, hein, vraiment, c'est de devenir la meilleure plateforme d'investissement en immobilier. Pour l'instant, on a ces deux produits-là. Dans 10 ans, je pense qu'on en aura d'autres. Je ne peux pas te dire aujourd'hui exactement lesquels, mais c'est sûr, tu vois. Ok. Très clair. Et une dernière question qui sera un peu le cadre de l'immobilier, mais pourquoi avoir choisi le nom de Louvre et Motinvest? Alors, bah, Meute, ça découle de Louvre, donc on va commencer par Louvre. Louvre, en fait, c'est une blague par rapport à l'Empire romain. Tu sais, la D'accord. Louve de Rome, Romulus et Rémus, qui étaient abandonnés, qui se sont fait récupérer par une louve. Donc il y avait ce côté un petit peu, tu vois, protection et tu vois, finalement de t'aider alors que t'as quasiment, enfin t'as rien du tout, parce que c'était deux orphelins qui allaient mourir. Et ensuite d'aller créer l'Empire romain, donc il y a un côté quand même assez sympa là-dessus. Et puis il y a une petite blague également qui est qu'on vient se mettre en opposition du loup de Wall Street D'accord. versus tu vois, des Ok. investissements hyper spéculatifs, je vends n'importe quoi à n'importe qui, j'essaye de faire 10% dans la journée, etc. Non, nous on a une approche qui est beaucoup plus long terme. On le dit à tout le monde, tu vois, si vous voulez devenir riche en 6 mois, enfin, ça ne sert à rien. Vous pouvez investir en SCPI, vous serez plus riche que vous l'étiez au début probablement, mais vous n'allez pas faire 0 à 100.
Dans la Meute, l'idée du coup de Meute, c'est juste que derrière, en passant de Louvre, quand on a fait l'immobilier fractionné, bah, l'idée c'est que la SCPI, tu vois, c'était un peu individuel, chacun investissait. Puis là, c'est tu passes en groupe, donc tu as la Meute de Loup qui part chasser. Ça, c'était assez naturel, du coup, le meute, tu l'as trouvé. Bah, je sais pas si c'est toi qui l'avais trouvé, mais. Ouais, c'est moi qui l'avais trouvé. Bah, ouais, naturel, en fait, il fallait qu'on nomme le truc et je trouvais que c'était assez sympa ce côté, tu vois, de tout à coup, bah maintenant voilà, vous étiez un peu des investisseurs tout seuls, maintenant vous êtes en Ouais. groupe et on va vous chasser des super trucs, quoi. Mm. Bon, c'est après. Ouais, c'est sympa. Non, C'est c'est vrai, réfléchi quand même. c'est Il y a sympa. de la réflexion derrière. Ouais, après, c'est la réflexion, elle vient aussi un peu a posteriori. Donc en fait, Ouais. parfois c'est moins réfléchi que ça au tout début, mais après, Tu trouves des explications par la suite. ouais, ou en fait, tu te rends compte que même les trucs étaient un peu intuitifs. Tu te dis, ouais, en fait, c'est pour ça que c'était intuitif, Ouais, parce ok. il y a un contexte. Mais je sais qu'il y a des gens qui trouvent que ça fait un peu peur le terme meute. Donc Ah je suis ouais, désolé ok. je suis désolé pour les gens qui peuvent trouver ça un peu stressant. Non, mais là, c'est vraiment l'idée de, on vous offre les meilleures Mm. opportunités et vous vous régalez tous ensemble, quoi. Super. Est-ce que potentiellement tu peux nous parler peut-être des projets qui arrivent sur Much Invest, de ce qui va arriver? Ouais, bah là on est en train de faire on a plusieurs trucs dans le pipe qui sont vraiment sympas. On a un projet à Nantes, belle ville, tu as très belle ville. Je pense qu'après Marseille, ce sera la plus grosse ville qu'on ait faite à date. On avait fait Marseille, Angers, Quimper. Donc Nantes sera juste en dessous de Marseille en termes de taille. Super dynamique, beaucoup d'étudiants. Donc là, un très très beau projet avec un beau rendement qui devrait faut encore que je finalise, mais j'espère entre 5,5 et 6 à peu Ok. près. Donc tu as plutôt haute fourchette. J'ai aussi des très beaux projets dans le sud de la France proposés par un asset manager de SCPI. Ça, je serais très content qu'on le fasse. Et on a aussi un projet de. Donc là, c'est pour ça que je te disais, tu vois, on a pas mal de pipe en ce moment sur du co-living. euh, Ok. Projet avec plus de travaux, montant peut-être un peu plus élevé autour des 500K. Mais mes projets, je trouve assez intéressants. Voilà, donc Nantes, c'est le plus chaud. Ok. Et les autres, c'est des choses qu'on regarde pour la suite. Ça marche. Super. Trop cool. Bah, merci beaucoup, Clément, pour ton temps. Bah, merci à vous deux.